l'agence.expert. J'aime bien dire qu'à chaque fois, si on fait exactement pareil que tous nos concurrents, mais mieux, on va avoir un petit avantage. Si par contre on fait les choses différemment que nos concurrents, on a énormément de chances d'avoir énormément d'avance sur les autres. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut avoir le meilleur produit ou service du monde. Si personne n'en entend parler, cela ne servira strictement à rien. Car il faut savoir que trouver un nouveau client, coûte en moyenne 6 fois plus que de faire racheter un client fidèle. S'il n'y a pas justement une notion de se développer, de progresser en continu, à un moment ou un autre, il va y avoir des concurrents qui vont nous dépasser. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je suis Rudy Brovelli, passionné par l'entrepreneuriat et fondateur de l'agence.expert, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Avec le podcast Place à l'expert, j'ai le plaisir d'échanger tous les mois avec un expert dans son domaine d'activité. Un expert comptable, un notaire, un avocat, un assureur et bien plus encore. Mon objectif est de nous apporter un maximum de solutions et d'astuces pour faciliter et pour améliorer notre quotidien d'entrepreneur. Ensemble, grâce aux conseils de nos experts, faisons décoller notre business. Et tout de suite, place à l'expert. Ce mois-ci, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Stéménès-Tureno, expert en coaching d'entreprise. Il est psychologue du travail, coach de résultats depuis 2009 et cofondateur de JMB Impact, un cabinet de conseil d'accompagnement et de coaching d'entreprise. Julien, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi, Rudy. Avec plaisir. Donc, pour commencer ce premier épisode de Place à l'expert, on s'est dit, et au travers de l'équipe, quand on a travaillé sur le sujet, il y avait tellement en fait de possibilités en fait de sujets qu'on pouvait aborder pour les entreprises, et donc c'est pour ça qu'on va développer des épisodes un par mois en fait, au travers de 15 minutes tous les mois. Et on s'est dit pourquoi pas commencer par cette première approche sur l'organisation. D'où la question d'aujourd'hui, comment mieux organiser mon entreprise. Donc en travaillant en fait sur ce sujet, on s'est rendu compte que l'organisation, ça peut être tout et rien à la fois. Ouais. Mais il y avait un mot qui revenait souvent, c'était est-ce que les objectifs sont établis ? Parce que pour être bien organisé, il faut travailler ses objectifs à court, moyen et long terme. Et donc, je t'ai sollicité pour échanger avec toi justement sur, au-delà de mieux s'organiser, commençons par la première approche, c'est comment est-ce qu'on définit ses objectifs et pourquoi et dans quel but. Ouais. Déjà, j'aime bien ton approche et pour rebondir sur ce que tu disais, justement, la plupart des personnes pensent à court terme plutôt qu'à long terme. Généralement, oui. Il vaut mieux savoir exactement l'objectif qu'on veut atteindre sur le long terme pour mettre nos actions à court terme en alignement vers cette direction. Et ça, c'est la première erreur que font énormément de personnes. Je pense que c'est bien de commencer avec la distinction entre les leaders exécutifs et les leaders stratégiques. C'est-à-dire un entrepreneur, un leader exécutif, c'est bien évidemment normal au début, avec la création, avec les premières étapes d'une entreprise, de devoir tout faire, que l'entreprise repose sur nous. Mais par contre, si on reste un entrepreneur exécutif trop longtemps, cela risque de nous épuiser à terme. Ça va demander énormément de ressources, d'énergie dans le temps. Et on va plus travailler pour l'entreprise plutôt que ce soit l'entreprise qui travaille pour nous. D'accord. Et dans un entrepreneur exécutif, vraiment, c'est toute la boîte repose sur lui. À chaque fois qu'il va partir en vacances, il va partir stressé, il va penser au boulot, il va checker ses mails tout le temps. Alors qu'au contraire, un leader stratégique, c'est celui qui, comme tu disais, va avoir une vision à plus long terme, qui sait exactement le résultat qu'il recherche et qui, du coup, va mettre toutes ses actions pour atteindre ce résultat sur le long terme. Alors ça, c'est très intéressant ton approche et je voudrais vraiment en fait essayer de rentrer un peu plus dans le détail et surtout donner aux entreprises des infos, des conseils, des infos pratiques. Ouais. Si je comprends bien, en fait, les entreprises sont au quotidien en fait dans l'exécution, donc ils travaillent dans l'entreprise.
Ouais, et ils ne travaillent pas assez sur leur entreprise, c'est-à-dire sur leur exactement. développement stratégique. Ok, ça, Ouais. d'accord, je le comprends et je le conçois. Maintenant, ma question, c'est comment s'organiser pour justement définir, parce que beaucoup me le disent quand on demande aux entrepreneurs quelle est votre stratégie à 3 à 5 ans, même des moments à plus à 10 ans, on Mhm. a souvent en fait des blancs, Ouais. parce que en fait c'était pas forcément, ça peut paraître simple, c'est une question qui peut paraître simple, mais ils n'ont pas les réponses. Donc toi, en tant qu'expert en fait en coach d'entreprise, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à ces entrepreneurs, à ces dirigeants, pour justement définir, trouver des objectifs, alors pas des objectifs, parce que ça ils les ont au quotidien, mais à long terme. Ouais. Et pourquoi aussi? Pourquoi? Ouais. Le but, c'est vraiment de transformer son business en un système qui va pouvoir se passer de l'entrepreneur dans tous les domaines où il n'a pas vraiment de plus-value. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, même après un certain temps, continuent à faire les factures, continuent à gérer toutes les petites urgences qu'ils pourraient déléguer. Prenons par exemple un exemple du médecin ou d'un plombier qui va être dans l'exécutif ou le dentiste. Il va s'occuper de tout de A à Z. Il va faire les factures, gérer tous les rendez-vous, gérer les relations avec les prestataires, suivre les commandes, etc. Alors que le stratégique, lui, après un certain temps, après la création de l'entreprise, il va faire en sorte de construire son business afin qu'il puisse déléguer toutes les tâches comme la gestion des factures et autres à quelqu'un, afin qu'il puisse lui-même mettre ses points forts là où il faut. Si c'est un dentiste, c'est-à-dire prendre soin de ses patients et continuer à développer son cabinet plutôt que de s'occuper de toutes les urgences du quotidien. Ça vraiment, c'est une énorme différence entre ce que je disais tout à l'heure, l'exécutif et le stratégique. Et pour ça, en créant ce système, il y a vraiment 8 points fondamentaux à s'occuper dans une entreprise. Peu importe la taille de l'entreprise, que ce soit par exemple un auto-entrepreneur, un entrepreneur, une TPE, une PME ou une multinationale, il y a toujours des lois fondamentales. Et C'est quels sont comme ces 8 points? on va les voir, mais une métaphore que j'aime bien prendre, c'est par exemple pour un corps humain, peu importe d'où vient, il y a forcément des lois. Si on transgresse ces lois, au bout d'un moment, on va avoir une mauvaise santé à long terme. Si on néglige, par exemple, le sommeil, l'alimentation, le stress, l'activité physique, on va avoir une mauvaise santé à long terme. Alors que si au contraire, on y fait attention ou on le maximise, on va avoir beaucoup plus de chances d'être en bonne santé à long terme. Et du coup, pour une entreprise, c'est exactement la même chose. Et le premier point fondamental, c'est une force qui est invisible, c'est la psychologie du leader. Je sais que hors antenne, on en a beaucoup parlé ensemble et tu vois exactement de quoi il s'agit. Mais pour aller un peu plus dans le détail, pour moi, un leader, c'est vraiment synonyme d'influence. Savoir influencer ses clients, ses prestataires, savoir influencer ses collaborateurs, savoir reconnaître leurs besoins, leurs doutes, leurs peurs, savoir ce dont ils ont envie et surtout ce dont ils ont besoin afin d'y répondre de la meilleure des manières. Et comment est-ce qu'on influence un client? Ben, déjà, il faut savoir ce qui les influence. C'est-à-dire justement pouvoir reconnaître ses peurs, quels sont ses doutes, quelles sont ses envies, afin de justement pouvoir parler dans leur alignement avec leur objectif. Quand ils viennent pour prendre un service ou un produit que l'on propose, il faut savoir exactement pourquoi est-ce qu'il veut ça, afin de pouvoir y répondre de la meilleure des manières. Il y en a plein qui ont juste une idée pas assez claire de ce qu'ils veulent, et justement en leur donnant de la clarté, on va pouvoir les satisfaire de la meilleure des manières possibles. C'est un peu une sorte d'étude en fait, d'étude des besoins du client. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. D'accord, ok. Mais avant d'influencer les autres, il faut déjà savoir s'influencer soi-même. Euh, est-ce que une question que j'aime bien poser, c'est est-ce que c'est le stress qui vous contrôle ou est-ce que c'est vous qui contrôlez le stress? Est-ce que ce sont vos émotions qui vous contrôlent ou est-ce que ce sont ou est-ce que c'est vous qui contrôlez vos émotions? Si je suis un entrepreneur et que je suis contrôlé par des émotions négatives, par exemple la peur due à une crise économique, par exemple, mes décisions, mes actions vont être totalement différentes de si je suis dans un état d'esprit plus entrepreneurial, plus conquérant. Je vais prendre des décisions, des actions bien différentes, car dans cet état d'esprit, je vais pouvoir mettre en place des actions beaucoup plus stratégiques qui vont me donner plus d'opportunités par la suite. D'accord.
Pour conclure sur la psychologie du leader, c'est la, la plupart des personnes pensent qu'on est né ou pas avec, ou bien qu'on est trop vieux pour changer cet état d'esprit. Mais malheureusement, c'est une fausse croyance, c'est une énorme erreur. C'est comme un muscle, ça peut se muscler, ça peut s'améliorer, se maximiser. Et c'est pour ça qu'il faut toujours garder un point sur son développement personnel, son développement professionnel, car vraiment tout part de là. Un business est toujours le reflet de son leader, toujours. Mais à quel moment, toi, tu conseilles justement de mettre en place ces objectifs? Parce que quand on crée une entreprise, les 3 premières années, en fait, on est la tête sous l'eau, on pense qu'à la faire développer. À quel moment, toi, tu te dis, il faut que vous ayez cette vision, en fait, à long terme? Là, après, qu'est-ce qu'on entend long terme? C'est en termes d'années, ça représente combien d'années? Ça va dépendre totalement de l'industrie dans laquelle nous sommes. Si par exemple nous sommes dans l'informatique, on sait qu'au bout de 6 mois, 12 mois, on est déjà dans du long terme. D'accord. Si on est dans une autre industrie où il y a un petit peu moins de changements, ça peut être du 3 ans, ça peut être du 5 ans. Mais en tout cas, le fait de muscler continuellement sa psychologie, ça va nous permettre justement de pouvoir faire face à n'importe quel challenge qui va pouvoir arriver et qui va nous permettre de ne pas être stressé dès qu'il y a un petit challenge ou une petite difficulté, qui va nous permettre justement de pouvoir avancer de mieux en mieux. Dans chaque crise, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, ça peut soit nous détruire ou nous blesser, ou au contraire nous permettre de nous recréer. Et c'est pour ça que là, on l'a vu pendant la période du Covid, il y en a plein qui ont énormément augmenté leur chiffre d'affaires, pendant que d'autres, au contraire, tombaient au ras des pâquerettes. Même s'ils sont dans la même industrie, parce que justement, c'est une autre psychologie qui va amener vers d'autres stratégies à aller chercher et du coup d'autres actions à mettre en place. Ça, c'est intéressant ce que tu dis. En fait, si je comprends bien, et tu vas me dire si je suis dans le bon alignement, Mhm. c'est si je développe euh, donc mon objectif, ma vision à moyen long terme, Mhm. ça va me permettre en fait de mettre en place ma société de manière plus adaptable. C'est ça? Je serai plus en adaptation en fait avec mon environnement. Exactement, il faut toujours avoir un bon ratio entre le contrôle et la flexibilité. Lorsqu'on Mhm. contrôle tout, plus on a de contrôle, moins ça va être flexible. Mais plus ça va être flexible, moins on va avoir de contrôle. C'est pour ça qu'il faut trouver le bon curseur pour avoir assez de contrôle et assez de flexibilité pour justement pouvoir s'adapter à n'importe quelle crise, à n'importe quelle opportunité qui vient pour pouvoir justement être le plus réactif possible. D'accord. Tu faisais allusion justement du GPS de business. Pour moi, justement, c'est le deuxième point, la deuxième zone d'impact à travailler après la psychologie du leader. Euh, un GPS d'entreprise, en gros, ça te permet de savoir clairement exactement là où tu veux aller, quelle est notre situation idéale que l'on veut atteindre à 3 ans, 5 ans, 10 ans. Mais comme tout GPS, si on met l'adresse de notre destination, le GPS ne va servir à rien si on ne sait pas exactement là où on en est aujourd'hui. Hmm. C'est-à-dire Le point de départ. c'est ça, Hmm. quels sont nos freins d'aujourd'hui, quelles sont nos ressources, quelle est notre situation actuelle. Ça, c'est extrêmement de savoir où est-ce qu'on en est pour justement savoir quel est le fossé à combler entre là où on en est et la situation que l'on veut atteindre. Donc c'est dresser un état des lieux en fait, situation à instant T, C'est ça. et ensuite de dresser une vision en fait à moyen long terme, c'est ça? Exactement. Parce que justement, de cette manière, on va pouvoir savoir quelles sont les actions aujourd'hui et demain qu'on va pouvoir mettre en place pour atteindre notre situation idéale à dans 3, 5, 10 ans. D'accord. Et également, c'est extrêmement important d'avoir un œil sur savoir où en est la concurrence, où en est la technologie. Car jusqu'à aujourd'hui, la technologie a eu un énorme impact sur nos vies, sur nos métiers, mais ça va s'accélérer très largement dans les quelques prochaines années. Et cela va radicalement avoir un impact sur quasiment 100% des corps de métier. Euh, et enfin, aussi avoir un œil sur l'économie, pas seulement nationale, mais sur aussi l'économie de notre industrie. Euh, Par exemple, lors d'une crise économique qui peut vaciller, mais est-ce que c'est le cas selon les industries? Par exemple, est-ce que l'industrie du luxe connaît la crise? Est-ce que l'industrie de la vente en ligne pendant un Covid connaît la crise? Non, au contraire. Et Hmm. après, à l'intérieur même d'une industrie, il peut y avoir des disparités. Euh, Par exemple, dans l'alimentation, les restaurants, pendant le Covid, étaient fermés, donc chiffre d'affaires à zéro.
Mais ceux qui faisaient de la livraison ou ceux qui ont pris le tournant de faire de la livraison, comme par exemple les pizzerias, les sushis, ont au contraire explosé leur chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même avoir un œil sur l'économie de notre industrie et les opportunités qu'il peut y avoir malgré les crises, avec les opportunités, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un œil sur l'ensemble de tout ça pour vraiment savoir où est-ce qu'on va et comment est-ce qu'on va y aller. D'accord, donc en fait, c'est, faire de la veille, se mettre en veille concurrentielle sur son secteur ou, de manière générale? Pas seulement. J'aime bien prendre par exemple, l'exemple des agences immobilières. Depuis toujours, les agences immobilières travaillent tous de la même manière. Ils mettent un panneau sur, le lieu de vente et après maintenant, ils font l'annonce sur internet. 99 des agences immobilières travaillent de la même manière. Mais par D'accord. contre, les 1 qui réussissent le plus, ils vont faire, des choses un petit peu différentes. J'aime bien dire qu'à chaque fois, si on fait exactement pareil que tous nos concurrents mais mieux, on va avoir un petit avantage. Si par contre on fait les choses différemment que nos concurrents, on a énormément de chances d'avoir énormément d'avance sur les autres. Alors si tu prends l'exemple de l'agence immobilière, c'est quoi ces Mmh. 1 de différenciation? Comment tu fais mieux quelque chose? Ça peut être par exemple en prenant un côté, d'expertise prononcée, en faisant pas mal de webinaires pour justement expliquer quelle est la moyenne d'achat d'une maison qui est de 6 à 7 années, hein. Le français, moyen général change d'habitation tous C'est-à-dire les 6 développer 7 sa ans. visibilité en ligne, quoi? C'est ça, ça peut être sa visibilité, ça peut être, donner des petites conférences, ça peut être, faire des visites, virtuelles, directement on est dans notre salon et commencer à faire des visites de plusieurs maisons, appartements, directement depuis le salon. Enfin, essayer de faire les choses un petit peu différent et justement pouvoir utiliser la technologie pour pouvoir avoir un temps d'avance sur la concurrence. Mmh. Je comprends, d'où le tout à l'heure tu parlais de que la technologie, en fait, le numérique, le digital était, rentré, à 360 dans les entreprises, quelles qu'elles Ouais, soient. Bon, bah, là, c'est un exemple, par rapport à l'immobilier. C'est vrai que par exemple. les visites virtuelles ou autres, commencent à prendre leur essor, ouais. Mmh. C'est ça, en 2 heures, on peut visiter, 5-6 maisons, d'un coup, directement depuis notre canapé, Je avec pense un que café c'est virtuel. ouais, pour une première visite, je pense que ça serait, judicieux pour gagner du temps. Ça Maintenant fait un filtre. après, comme un filtre, c'est ça, ouais. Je pense que Mmh. ça serait une sorte de filtre et après, je pense qu'aujourd'hui, hein, je parle vraiment à cette époque, je pense qu'on n'est pas encore prêt à acheter, comme ça en ligne, Bien à sûr, ouais, ouais. distance, mais je pense que comme filtre, ça permettrait en fait, de nous, bah, de nous faire un tri dès le départ en fait et de nous faire gagner du temps. De toute façon, c'est l'objectif du digital, c'est de nous faire gagner du temps. Tout à fait et puis, surtout imaginons l'agent immobilier, il y en a un, bon, bah, voilà, il faut, pour, imaginons juste visiter 5 maisons. Bah, il faut prendre un rendez-vous, lundi à 14 heures, donc il faut arrêter le boulot, il va falloir faire 2 visites et puis après une autre visite le mercredi, puis une autre visite le samedi et cetera. Alors que là, on peut se bloquer un créneau de 2 heures et bim, on visite les 5 maisons d'un coup. Pour après Ouais, je ensuite comprends. sélectionner. Donc Bah, là, forcément, on va avoir beaucoup plus d'empathie, on va s'approcher beaucoup plus facilement de cet agent immobilier qui fait les choses différemment parce que justement, il a une plus-value quelque part. oui. Bon, après, le boulot de l'agent immobilier, c'est quand même d'aller faire des visites. Mais après, je comprends Bien en sûr, termes mais d'optimisation du temps, ouais. Ouais, je comprends, ouais. OK. Et c'est après, pour approcher. quels sont tes autres, les autres points qui est important à aborder? Ça va être tout ce qui est, innovation 360. Alors innovation 360, ce n'est pas forcément d'un point de vue technologique. Il s'agit plutôt de savoir comment est-ce qu'on va innover afin de répondre aux besoins des clients. Que ce soit dans la qualité de mon service ou de mon produit ou sur la façon dont je délivre mon produit ou service, que ce soit dans la façon d'apporter quelque chose en plus à mes clients qui va répondre encore plus à leurs besoins, qui va vraiment les combler. Par exemple, Amazon avec Prime. Tout le monde aujourd'hui connaît Amazon. On sait que, si on veut avoir la livraison gratuite, on prend l'abonnement Prime, mais quand on a l'abonnement Prime, on a aussi Prime, Vidéo. On a toutes les séries, les films en illimité, on a toutes les musiques en illimité, on a bref, ils proposent toujours plus. Plus de Heu, services. c'est ça. Mmh. Là ce que tu es en train de faire avec les podcasts, c'est de l'innovation 360 dans le sens où tu rajoutes de la valeur pour tes clients, pour les personnes avec qui tu travailles. Tu leur donnes des informations en plus, tu fais quelque chose en plus pour eux qu'ils n'avaient pas forcément demandé à la base. Et là, tu es clairement dans l'innovation 360. Je comprends, ouais. C'est toujours donner plus
pour, comment dire, plus les satisfaire, c'est ça? Exactement, et c'est pas forcément donner plus quelque chose qui peut coûter de l'argent. Hem, par exemple, avec un client, on a supprimé, c'était de la vente de meubles, tout ça en ligne. Heu, et on a supprimé toutes les feuilles type Ikea pour les, les modes d'emploi. Et à la Mmh. place, c'était juste une petite feuille avec un QR code qui Mmh. permettait de directement être redirigé sur une vidéo YouTube et qui permettait de suivre le mode d'emploi directement en vidéo plutôt que sur un papier qui est généralement beaucoup plus compliqué D'accord, que sous forme via de une schéma, là, en vidéo. fait, il le fait en ligne, sous forme de vidéo. Ouais. C'est ça, et en plus la vidéo était faite de manière assez sympa. Mais C'est du coup, ludique, ouais. même si ça ne coûte pas grand-chose, ça rajoute un petit peu plus de valeur, ça apporte des émotions plus positives une fois qu'on a le produit dans les mains qu'on doit monter, plutôt que juste suivre un schéma froid et glacial. Je comprends, ouais. Donc voilà pour les 3 premiers points. Le quatrième point, ça va être plutôt tout ce qui est marketing impactant. Si on utilise le terme marketing, on peut ne pas se sentir concerné si on est un solo entrepreneur ou autre, mais on peut utiliser à la place du terme marketing communication ou l'image que l'on renvoie. Peu importe comment on l'appelle, mais en gros, c'est quel est notre type de communication. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut avoir le meilleur produit ou service du monde. Si personne n'en entend parler, cela ne servira strictement à rien. Mmh. Euh, D'ailleurs, une question, est-ce qu'il se peut d'avoir un produit moyen ou un mauvais produit, mais de faire énormément de ventes, à ton avis? C'est délicat. Ok, prenons un exemple. Est-ce que McDonald's fait les meilleurs hamburgers au monde? Non, non, je suis pas convaincu, hein. Pourtant, ce sont ceux qui sont les plus vendus au monde. Parce que justement, ils ont un Ils sont marketing visibles. très, très ciblé, Mmh. et ce qui fait que leur produit est une réussite, même si la qualité du produit n'est pas forcément au niveau. Parce que justement, le marketing est extrêmement important. Que l'on ait un mauvais ou un bon produit, il faut absolument mettre de l'énergie dedans sur notre communication, sur l'image qu'on va renvoyer. Même si un médecin, par exemple, est excellent, si il a une image un peu dégradée, si par exemple un dentiste a de très mauvaises dents, même s'il est très bon, ça va peut-être pas te donner confiance. Ouais, je Donc c'est comprends. pour ça que toute notre communication est extrêmement importante. C'est plein d'un petits indicateurs qui font que l'image de l'entreprise, le branding, en fait, est amélioré, quoi. C'est exactement ça. OK. Le 5e point, ça va être les ventes, tout simplement. Tout ce qui est autour de nous ont été vendus à un moment ou à un autre. Il faut savoir comment conclure une vente, mais aussi comment faire en sorte de répondre à un besoin d'un client, vraiment de le satisfaire, et pas juste de vendre pour vendre. Il faut avoir une vente plus éthique, car il faut savoir que trouver un nouveau client, coûte en moyenne 6 fois plus que de faire acheter un client fidèle. Ah oui. Et pour ceux qui voient pas vraiment la distinction entre le marketing et la vente, en gros, le marketing, c'est ce qui va attirer les clients vers nous, et la vente, c'est ce qui va permettre de convertir lorsque le contact est établi. Du coup, D'accord. c'est une petite distinction. Oui. Très rapidement, parce que je vois qu'on commence à dépasser, le 6e point, c'est tout ce qui est optimisation fiscale et juridique. Là, il y en a tellement qui, par exemple, quand ils débutent, qui confondent le chiffre d'affaires avec les profits. C'est totalement différent. Et du coup, il faut vraiment avoir une vision claire sur justement tout ce qui est notre fiscalité et notre côté juridique. Oui, Le sur le sept- pilotage de la trésorerie, c'est ça, ouais? C'est ça. Le but, c'est vraiment de transformer les chiffres qu'on a sous les yeux en chiffres intelligents qui va nous permettre de prendre de meilleures décisions dans le futur. Bon, l'avantage, c'est qu'ils ont, des très bons experts comptables et Ouais. donc, grâce à ça, en fait, cette partie, est prise en charge, par leur expert comptable. Ouais, ouais, ouais. Ça, mais c'est extrêmement important d'en Mmh. avoir conscience, et d'avoir justement une bonne relation avec l'expert comptable pour justement pouvoir prendre de meilleures décisions par la suite pour les stratégies de notre entreprise. Exactement, ouais. Le 7e point, ça va être la maximisation. Pouvoir maximiser absolument tout ce qu'on fait. Des fois, il suffit d'implémenter une toute petite action qui va faire que toute la chaîne de vente ou la chaîne de qualité de notre produit ou service va pouvoir s'améliorer. C'est un énorme bloc. Là, on va pas forcément avoir le temps d'en parler, mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il faut tout le temps, continuellement, maximiser toutes les zones de notre entreprise. Quand tu dis maximiser toutes les zones de l'entreprise, c'est de Ouais. quelle manière?
Par exemple, ça peut être sur la livraison. Ok, jusqu'aujourd'hui, la livraison, elle est de 4 jours. Est-ce que c'est possible de la mettre à 3 jours ou est-ce que c'est possible de la garantir ou est-ce que c'est possible de faire, tiens, on va reprendre l'exemple de Amazon, de faire un retour sans aucune condition. Le client a 30 jours pour essayer, tester le produit et s'il n'est pas satisfait, il le renvoie sans aucune D'accord, en condition. fait, c'est comment développer une meilleure version du service entre hier et aujourd'hui. C'est ça, c'est exactement D'accord. ça. À 360, aussi bien que sur la qualité, que sur le service, que sur le prix, que sur des services annexes. Vraiment essayer de trouver comment ce produit, ce service, on peut le monter en fait en puissance, quoi. C'est ça, exactement, parce qu'il faut pas oublier que nos concurrents, eux, vont toujours s'améliorer. Et du coup, si on veut rester et prospérer dans le temps, il faut forcément s'améliorer, progresser et maximiser tout ce qu'on a. Sinon, au bout d'un moment, on va couler, c'est automatique. Et ça, c'est un point qui est très intéressant et je voulais juste avoir ton point de vue sur ça. Oui. J'écoutais justement un épisode, un autre podcast qui parlait justement de cette vision-là en termes de stratégie, moi je vais appeler ça en fait les gens qui ont un peu le monopole sur un marché, ils se Mhm. sentent un petit peu invincibles, Mhm. parce que en fait ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et donc ils sont sur leur marché alors soit qui se développent, mais voilà leur activité est toujours pérenne. Et là, en fait, la question, c'est, il n'y a pas forcément trop de remise en cause de la R&D, de l'innovation, parce qu'ils Mhm. sont sur quelque chose de porteur. Et là, quel serait le danger, en fait, par rapport à ce type d'entreprise? Justement, de ne pas progresser, et de commencer à se faire dépasser par la concurrence. Prenons l'exemple de HP, Hewlett Packard, ou je ne sais plus exactement, mais Hewlett un Packard? énorme, Ouais. ouais, un énorme constructeur d'ordinateurs. Depuis les années 80, ils étaient numéro un jusqu'en 2010. Ils ont été détrônés par Lenovo, qui innovent un petit peu plus. Et justement, d'après les mots du PDG lui-même, ils ont dit qu'ils avaient beaucoup trop négligé l'innovation. Ils étaient, ils étaient restés sur leurs acquis. Ils se disaient que allez, ça allait fonctionner comme ça pour toujours, puisque ça fait déjà 3 décennies qu'on est numéro un. Et au contraire, c'était une énorme erreur. Quelques années plus tard, ou dans la foulée, ils ont investi quasiment 5 milliards en recherche et développement. Et là, Ah oui. aujourd'hui, ils sont de nouveau numéro un ex aequo avec les nouveaux. Mais en tout cas, ils n'ont pas été éjectés du podium. Mais ça, c'est vrai autant pour le point de vue technologique que, par exemple, pour le commerçant du coin ou la petite TPE, s'il n'y a pas justement une notion de se développer, de progresser en continu, à un moment ou un autre, il va y avoir des concurrents qui vont nous dépasser. Et je prends un exemple, c'est un très bel exemple, parce que je voulais aborder, ça concerne des grosses entreprises, mais si Ouais. on prend par exemple le coiffeur du centre-ville, Ouais. comment lui, en fait, peut continuer à faire évoluer son commerce? Ça va être en maximisant plein de petits points. Ça peut être, par exemple, en essayant de trouver des moyens que l'attente se fasse de manière plus agréable. Ça peut être en mettant des tablettes à disposition, ça peut être en mettant encore plus de magazines à disposition, ça peut être des jeux d'enfants si, par exemple, c'est un coiffeur qui accueille les mamans. Enfin, trouver des moyens qui va faire que le moment ne soit plus juste un moment d'attente, mais une bonne expérience agréable qui va faire que l'on va y associer des émotions positives. Ça, C'est-à-dire que tu vas dépasser le côté juste la prestation de service, couper les cheveux, à vraiment en fait une expérience à 360 au moment où je prends rendez-vous et au moment où je sors du commerce, c'est ça? c'est exactement ça. Si on veut vraiment être au top, il faut forcément faire un petit peu plus. Donner plus que ce à quoi les clients Avant, pendant, s'attendent. après. C'est ça. C'est exactement ça. Et des fois, il suffit juste d'une petite chose pour améliorer l'expérience. Des fois, juste de proposer un café, un thé ou une tisane peut être une petite chose qui fait une différence. Si en plus on rajoute un petit carambar ou quelque chose comme ça, Mmh. ben tiens, on se dit ah bah tiens, bah, c'était sympa. En plus, je vois que je vais chez le coiffeur, j'ai mon petit café. Enfin, c'est un petit Un moment peu, convivial. Mmh. c'est ça, c'est un petit plus par rapport à la concurrence. Après, des exemples, il pourrait y en avoir des milliers, mais en tout cas, il faut toujours essayer de donner plus que ce à quoi les clients s'attendent. Et pour finir, le 8e point, c'est non pas d'avoir des clients satisfaits,
mais des fans. Alors il ne s'agit pas d'avoir des clients qui vont mettre les posters de vous ou de votre entreprise dans leur chambre, mais par fan, ça signifie que lorsqu'ils ont un besoin d'un produit ou d'un service que vous proposez, il faut qu'ils puissent directement penser à vous, qu'il vous soit fidèle à travers le temps. C'est celui qui ne va pas voir votre concurrent parce qu'il va comparer à l'euro près. Il va se dire non, je vais rester avec cette entreprise parce que je sais que leur produit est de qualité, que leur service est de qualité, parce que j'ai toujours une bonne expérience quand je suis avec eux. Enfin, je suis vraiment entièrement satisfait avec eux. Je n'ai pas besoin d'aller voir ailleurs parce que de toute façon, je sais que je ne trouverai pas la même qualité ailleurs, de produit ou de service. D'accord, je comprends, oui. Et c'est ce qui est intéressant avec les fans, c'est qu'il n'y a pas seulement les clients, il y a aussi les prestataires, il y a aussi nos collaborateurs. Si on a des collaborateurs qui sont dans de bonnes conditions de travail, qui ont une bonne ambiance, il y a une bonne culture d'entreprise, ils vont forcément s'investir beaucoup plus et du coup donner le meilleur pour les clients. Et du coup, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir juste des fans en clients, mais il faut s'occuper d'avoir une culture d'entreprise qui fait que nos clients, nos prestataires, nos collaborateurs vont être dans une dynamique positive. Oui, justement, on aborde dans l'actualité du mois, sur le mois dernier, le mois de mars, Ouais. et même de manière quotidienne, mais tous les mois, la partie bien-être au travail, justement, Ouais. avec des approches sur aussi bien sur l'aménagement de l'espace de travail que Ouais. avant, pendant, après le travail, pour que justement, en fait, ce que tu dis, je le valide à 100%, c'est cette communication interne et externe. C'est-à-dire qu'il faut bien communiquer auprès de ses clients, mais il faut avoir aussi une bonne communication interne à l'entreprise Ouais. pour développer cette culture d'entreprise. Et cette Exactement. envie, en fait, que ces salariés, ces collaborateurs puissent venir de manière alors ce serait un monde merveilleux, hein, mais joyeuse. Après, à force de Mmh. travailler, et je connais des entreprises où ils arrivent à avoir une culture d'entreprise très forte, Ouais. souvent dans des sociétés familiales, ça fonctionne bien parce que après plusieurs années, en fait, ils tissent une bonne relation de confiance. La confiance est très important pour créer cette culture. Et Ouais. puis surtout, je pense, il y a un sens à tout ça. Ouais. Pourquoi cette entreprise est là, de quelle manière il amène les projets, de quelle manière il amène les services. Si et je pense qu'en avis, en travaillant en fait cette vision à long terme, Mmh. les entreprises vont aussi rassurer les collaborateurs. Parce qu'ils vont Évidemment. se dire: «Ah, ça me rassure, cette entreprise a une vision en fait à 5 ans, à 10 ans. Ben voilà, j'ai pas de crainte à avoir, peut-être on se fasse aspirer par la concurrence ou autre». Non, Ouais. elle est Ouais. tout le temps en fait en dynamique et su après je sais pas ce que tu en penses, c'est de faire participer peut-être, après dans l'exécution, les collaborateurs justement alors pas forcément à cette vision après avoir, mais Mmh. à cette approche de développement et d'idées, de projets sur la stratégie d'entreprise à plus ou moins moyen terme? Exactement. Là où une entreprise se transforme vraiment en un système, comme on parlait en introduction, c'est justement où là, tous les collaborateurs vont connaître quelles sont les valeurs de l'entreprise. On sait pourquoi on travaille, on sait pourquoi on le fait et du coup, que le leader soit en vacances ou pas, on sait quel type de décision est-ce qu'on va devoir prendre parce que ce sont en alignement avec nos valeurs ou non. Et du coup, ça, c'est vraiment ce qui va faire la différence. Le grand boulot d'un leader, ça va être donc de maximiser, ça va être de gérer les problématiques, mais ça va être aussi donc d'influencer comme on l'a vu, et également de servir autant ses clients que ses collaborateurs. Parce que si les collaborateurs se voient justement pouvoir progresser à terme, eh ben, ils vont pouvoir se projeter, ils vont pouvoir s'investir beaucoup plus. Et du coup, ben, une bonne ambiance de travail est quasi automatique quand il y a des bonnes valeurs qui sont en alignement tant avec l'entreprise qu'avec les collaborateurs. Et c'est vraiment un tout en fait. Ouais, je comprends, ouais. OK. Je petit aparté par rapport, à ce podcast et à cet épisode sur les objectifs, en travaillant en fait sur cet épisode d'objectifs, et j'ai écouté, parce que j'écoute pas mal de livres Mmh. également et j'en lis aussi, mais il y a un livre qui s'appelle Objectif justement, c'est simple, de,
Brian Tracy. Il est Ouais. disponible donc également en audio sur les applications Audible. Et je vous le recommande parce que c'est un livre qui est assez dense, mais qui aborde vraiment tous ces points sur comment structurer cette vision en fait à moyen long terme et se donner en fait ce fameux GPS pour que cette société pour que votre société demain puisse être autonome en sens pas à 100%, mais qu'elle puisse être autonome quand, comme Julien indique, quand vous n'êtes pas forcément présent à l'entreprise. Alors le but c'est bien sûr d'être actif et de ne pas, comment dire, il y a des tâches que vous pourrez pas déléguer, c'est pas ça, mais c'est vraiment en fait d'aborder plutôt des tâches à forte valeur ajoutée pour l'entreprise et que vous puissiez, comment dire, être au plus près en fait des besoins des clients. C'est ça, je pense, la finalité, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Ok, C'est- super. si je peux avoir juste un mot de conclusion, Ouais. si à terme on veut avoir un business prospère et donc devenir un leader stratégique afin de le consolider et de faire donc de son business un système, il faut forcément se focaliser sur chacune des 8 zones que l'on vient de voir. Et ça, que l'on soit seul ou avec 3, 30, 3000 ou 3000 collaborateurs, peu importe. Une astuce simple pour cela, c'est chaque semaine prendre entre 45 minutes et 1h30 Mhm. en se concentrant sur une des 8 zones d'impact que l'on vient de voir, afin d'avoir une longueur d'avance et de pouvoir prospérer avec plus de facilité, plus de tranquillité d'esprit, être capable d'utiliser nos forces vraiment là où il faut, là où on veut le faire en tant qu'entrepreneur, plutôt que de devoir gérer les urgences et investir nos forces là où on n'a pas forcément de plus-value. Le but, c'est vraiment d'avoir aussi une situation professionnelle qui nous plaît à moyen long terme. Ouais, je comprends. Ouais. Donc, bah oui, en fait, je pense que c'est une bonne conclusion. Il y avait une citation que j'ai trouvée sur Internet qui est de Michael Kami qui dit une vision sans action n'est qu'une hallucination. Et donc, bah, c'est un peu ça, hein. C'est-à-dire que, ok, c'est bien d'avoir cet objectif, maintenant il faut mettre en action. Et donc là, ce que tu disais, avec une séquence de 3/4 d'heure, 1h30 par semaine, ou même tous les 15 jours, le but c'est d'avoir au moins déjà une première approche. Après ça peut se faire, comment dire, s'évoluer avec le temps. Bien sûr. Mais c'est très important après de passer à l'action. C'est pas uniquement de dire, c'est maintenant, ok, comment je fais et comment je mets en place ça et ok, je prends les 8 impacts importants en fait pour l'entreprise et je les travaille toutes les semaines, tous les 15 jours, seul ou en équipe pour les faire avancer et amener en fait cette vision en fait d'une hallucination en fait à quelque chose de concret, quoi. Exactement. Super. Bah, écoute, Julien, merci beaucoup d'avoir participé à cette premier épisode du podcast Place à l'expert. Merci J'étais à toi. ravi et j'ai appris pas mal de choses. Donc, écoute, je vous dis à la semaine prochaine, au mois prochain plutôt. Merci. Au revoir. Cet épisode vous a plu? Partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs dans leur activité. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par des experts. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Thomas Terzulli, expert en immobilier, qui répondra à la question « Comment optimiser mon commerce depuis la Covid ?» Si cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye.